Qu'est-ce que la spondylarthrite? Donc ça appartient au rhumatisme inflammatoire, c'est-à-dire c'est une maladie qui se traduit par des inflammations des articulations pour des raisons qui restent mystérieuses, mais qui ne sont pas expliquées par la fonction habituelle de l'inflammation, qui est la défense contre les agressions, les infections ou toute autre agression physique, par exemple, une blessure. Donc si on veut résumer les choses, les patients ont des douleurs inflammatoires qui évoquent la réaction à un problème réel comme une blessure, sans blessure. Et donc ces douleurs s'installent généralement de façon assez insidieuse, d'où les difficultés au départ à faire le diagnostic. Ça se révèle souvent comme un mal de dos banal qui va prendre de l'ampleur, qui va persister, et c'est ce caractère persistant et surtout, on va y revenir dans un instant, inflammatoire, qui doit attirer l'attention des médecins. C'est une maladie qui est discrète, surtout à son début, mais qui peut le rester pendant toute sa durée, parce qu'elle touche principalement des endroits qui ne sont pas très visibles, comme la colonne vertébrale. Elle ne donne pas, comme d'autres rhumatismes inflammatoires, très fréquemment de gonflement articulaire. Le plus souvent, les patients ont des douleurs, se plaignent des articulations, mais quand on les examine, on voit très peu de choses. Donc c'est une maladie qui est assez à la fois sournoise et difficile à appréhender. Les patients sont améliorés par l'activité. Dans la journée, ils se sentent mieux. C'est quand ils s'allongent, quand ils se reposent, que les douleurs reviennent et sont maximales. C'est ça qui doit vraiment attirer l'attention. Cet enraidissement ou ankylose et fatigue générale, qui accompagnent très souvent les poussées de la maladie, sont vraiment les maîtres symptômes de cette maladie. Difficulté donc à faire le diagnostic à partir de symptômes assez banals, surtout que l'examen clinique lui-même, je l'ai déjà dit, est pauvre, d'où l'intérêt d'avoir des examens, ce qu'on appelle des examens complémentaires, avec deux grands registres, examen biologique ou examen d'imagerie, pour aider au diagnostic. Malheureusement, à l'heure actuelle dans cette maladie, les examens dont nous disposons sont relativement peu performants, c'est-à-dire peu informatifs. Sur le plan biologique, inflammation dans le sang, on ne la trouve qu'une fois sur deux, son absence n'exclut absolument pas le diagnostic, et comme aide, c'est-à-dire des marqueurs spécifiques de la maladie, il n'y en a qu'un qui véritablement a une utilité en pratique, c'est la recherche d'un facteur génétique, le HLA-B27, mais il a toutes ses limites, dans le sens où il est assez fréquent dans la population, près d'une personne sur 10 a ce marqueur dans la population, et néanmoins, seule une petite fraction de ces porteurs du HLA-B27 développent une spondylarthrite. Donc ça, c'est le premier aspect, si vous voulez, de la difficulté à utiliser le HLA-B27. Le deuxième aspect, c'est que 3 patients sur 10, en tout cas à ma consultation, ne l'ont pas ce marqueur. Donc en l'absence de ce marqueur, il faut bien considérer qu'il n'y a pas de marqueur biologique fiable pour nous aider au diagnostic. On se tourne à ce moment-là vers les examens qu'on appelle d'imagerie, en espérant voir, pour aider au diagnostic, des lésions sur les radios par exemple, mais il faut savoir là encore que ces anomalies sont très lentes à se constituer et n'apparaissent pas chez tous les patients. Nombre de patients que l'on voit en consultation ont des radiographies parfaitement normales. Alors, peut-on améliorer les choses en termes d'imagerie? Il y a des pistes plus récentes comme l'utilisation de l'IRM qui, lorsqu'elle apporte des informations, est utile, mais qui là aussi, assez souvent, reste un examen négatif malgré l'évidence de la pathologie inflammatoire sur le plan des symptômes des patients. Donc on se retrouve confronté très souvent à un problème diagnostique majeur qui est celui de patients qui ont des symptômes très invalidants, des symptômes inflammatoires très invalidants, et on n'a pas d'éléments objectifs pour mettre en évidence la maladie. Les traitements médicamenteux et la rééducation sont vraiment les aspects les plus importants et les plus utiles dans cette maladie. Donc concernant les médicaments, il y a 2 grandes classes de médicaments qui à l'heure actuelle peuvent être vraiment utiles. Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui existent depuis au moins 50 ans, avec parfois le recours aux formes les plus efficaces, comme la butazolidine par exemple, qui a une demi-vie particulièrement longue, c'est-à-dire que ce médicament, une fois absorbé, reste dans l'organisme plusieurs jours avant d'être éliminé, d'où sa grande efficacité, parfois même spectaculaire dans cette maladie, alors que d'autres anti-inflammatoires ont pu échouer avant. Donc ça, c'est le côté anti-inflammatoire non stéroïdien.
qui, couplé à de la rééducation, donc deuxième volet pour la plupart des patients, de la rééducation qui va surtout être bénéfique une fois que l'inflammation est bien contrôlée, sous forme d'étirement, d'assouplissement. C'est ça qui va être le plus utile. Eh bien, ces deux aspects-là permettent généralement de traiter la moitié des patients. Inversement, l'autre moitié des patients va être insuffisamment traitée par ces premières mesures. Donc chez ces patients-là, on a recours aux traitements les plus récents, qui sont les biothérapies, les anti-TNF-alpha. Ça a été une petite révolution dans la prise en charge de la maladie, de découvrir il y a une dizaine d'années que les anti-TNF-alpha, donc des biothérapies développées au départ dans la polyarthrite rhumatoïde, étaient extrêmement efficaces parfois chez les patients atteints de spondylarthrite. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, dans mon expérience de traitement de plusieurs centaines de patients par anti-TNF-alpha, on peut considérer très globalement que la moitié des patients sont correctement améliorés et peuvent vivre d'une façon acceptable avec un traitement anti-TNF-alpha. Je parle donc des 50% qui avaient les formes les plus sévères. 50% d'entre eux vont être globalement bien maîtrisés par les anti-TNF-alpha. La maladie va être bien maîtrisée, mais il reste quand même 50% des patients pour lesquels soit ces traitements ne sont pas formidables, même s'ils apportent un plus, soit sont carrément inefficaces. Donc il reste quand même le besoin, au moins pour traiter les symptômes, de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. On est confronté à une maladie difficile, il faut bien le comprendre, une maladie inflammatoire en termes de mécanisme, mais comme je l'ai dit, l'inflammation elle-même est difficile à mettre en évidence. Donc les mécanismes sont également assez délicats, à tel point qu'il y a encore 10 ou 15 ans, avant l'arrivée des anti-TNF-alpha, nombre de personnes, de chercheurs, si vous voulez, de spécialistes, n'auraient pas forcément accepté l'idée que toutes les manifestations de la spondylarthrite avaient des mécanismes inflammatoires ou immunologiques comme base physiopathologique. Donc, maladie difficile, ce qu'on appelle une maladie complexe. Elle n'est pas liée à un facteur, elle est liée à de multiples facteurs, avec des interactions entre eux. Ces facteurs, on a l'habitude de les classer actuellement en facteurs génétiques, c'est-à-dire le génie propre de l'individu lui-même, déterminé par son patrimoine génétique. Et puis facteurs environnementaux, c'est les influences extérieures à l'individu qui peuvent prendre de multiples facettes et qui sont encore beaucoup plus compliquées à étudier. Donc on a des arguments de plus en plus forts, convaincants, pour dire que la spondylarthrite est déterminée principalement par un assemblage de facteurs génétiques que porte l'individu en soi, qu'il hérite le plus souvent de ses parents, mais en ordre dispersé. Et c'est uniquement lorsque ces facteurs génétiques vont être réunis chez la même personne que la maladie va se déclarer. Le premier d'entre eux, qui est également le plus fort, c'est le HLA-B27. Alors, nous allons parler du HLA-B27 puisque son association à la spondylarthrite a été découverte il y a 35 ans et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi ce gène rend malade, pour différentes raisons. La première, c'est que quand on l'étudie, il fonctionne normalement. Donc comprendre comment un gène qui produit une protéine normale, qui fonctionne normalement, induit un dérèglement, une maladie chronique telle que la spondylarthrite, est particulièrement difficile. L'autre aspect qui est développé, que nous développons aussi dans l'unité, c'est l'immunologie, qui est principalement tournée pour l'instant autour du rôle du HLA-B27. Et là aussi, il y a des avancées significatives sur les mécanismes de l'inflammation dans cette maladie. Il y a une voie de l'inflammation décrite depuis une dizaine d'années qui a l'air d'être au premier plan dans le développement de la maladie, qui est ce qu'on appelle la voie TH17. Donc c'est une voie inflammatoire bien particulière qui dépend de facteurs que l'on commence à connaître de mieux en mieux et que l'on pourrait essayer de bloquer dans cette perspective-là. Pour ce qui est de l'environnement, c'est plus difficile. L'environnement est très difficile à étudier et donc on en est au balbutiement, mais c'est sûr qu'il s'y passe des choses intéressantes, probablement expliquant les poussées de la maladie, parce que je vous ai parlé du terrain de prédisposition, qui va développer une maladie, mais pourquoi avec les mêmes facteurs génétiques va-t-on développer des maladies parfois d'expression différentes, parfois à des âges très différents, et puis certains vont avoir des poussées à certains moments, pas d'autres,
Tout ça, ça s'explique peut-être par les autres modulations liées à l'environnement. L'environnement, c'est aussi bien le climat que l'alimentation, que ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, sous de nombreux aspects. Et donc ça, c'est encore plus compliqué à étudier. Il y a de l'espoir dans la recherche. Ça, je pense que si nous avons des moyens suffisants, nous devrions pouvoir aboutir à des résultats extrêmement intéressants relativement rapidement, en fait. C'est l'affaire de quelques années, notamment dans le domaine de la génétique.